Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pour la première fois à Nantes, et sur le thème « Recréer la mode », les Fashion Green Days ont permis de décrypter les impacts et enjeux de la filière, de mettre en avant la richesse textile locale et d'imaginer et de comprendre la mode durable, circulaire et désirable de demain. Une édition co-organisée avec Nantes Saint-Nazaire Développement et la Samoa, ainsi qu'en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Bonne écoute. Je suis très heureuse d'avoir à mes côtés des acteurs de la mode qui s'engagent en tout cas pour la rendre plus vertueuse et sur le long terme. Donc j'ai à mes côtés Juliette Biotto de la marque Monlimar, Élodie Macaulay de l'agence Pando. On a également Sylvie Soubiran de Histoire d'Avenir et Léa Gillet de Trace for Good et Thomas Ebélé de Slow We Are. Alors, pour commencer ce tour de table, est-ce que vous pourriez, chacune et chacun d'entre vous, vous présenter rapidement vos entités respectives et aussi le lien qui vous unit avec la mode ? Bon, je commence alors. Bonjour, merci Héloïse. Donc moi, effectivement, Sylvie Soubiran, j'ai cofondé il y a 2 ans maintenant avec Isabelle Pelletier, Histoire d'Avenir. Et notre métier, c'est d'accompagner les dirigeants et les entreprises à travailler à accoucher, on aime bien dire qu'on est des sages-femmes, à accoucher d'une vision singulière et inspirante. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ça ? La vision, pour nous, c'est vraiment ce triptyque assez fondateur et assez structurant qui est représenté par la raison d'être, l'ambition et les valeurs. Donc c'est le triptyque fondateur de l'entreprise, singulier parce qu'effectivement il doit être quelque chose d'authentique et de sincère, et inspirant, vous avez beaucoup entendu parler ces 2 derniers jours de futur souhaité, souhaitable, désirable, donc ça s'inscrit vraiment dans cette perspective-là. Et l'idée, effectivement, après, c'est une fois que cette vision est établie, d'en définir et d'en extraire des orientations stratégiques, des engagements, qui vont permettre justement de créer cet alignement qui va générer de la confiance. Et là, on boucle en fait, avec la thématique de la table ronde pour chacune des parties prenantes, notamment les clients. Voilà. Merci Sylvie. Léa, si tu veux bien. Bonjour à tous, donc moi je suis cofondatrice de Trace for Good qui est un logiciel de traçabilité et gestion des données RSE. Donc pour l'industrie de la mode, on va aider les marques à collaborer avec leurs fournisseurs pour retracer toutes les données tout au long des chaînes de production, qu'on parle de données produits, de données concernant les usines ou même de certificats et preuves de résultats d'audit. Et tout ça, ça va permettre à la marque de pouvoir mesurer les risques tout au long de la supply chain, se mettre en conformité avec toutes les différentes réglementations qui concernent la filière TLC notamment. Et puis ensuite de pouvoir communiquer à ses consommateurs sur la base d'informations qui sont collectées et donc vérifiables. Bonjour à toutes et tous. Donc, Élodie Macaulay, je travaille au sein du cabinet Pando Fashion, qui est un cabinet dédié à la mode éco-responsable. On accompagne différents acteurs de la mode à entrer ou déployer une démarche de RSE. Donc, ça passe du diagnostic RSE pour évaluer un peu le niveau de maturité de l'entreprise à de l'accompagnement très long terme sur 1, 2, 3 ans, justement de mise en place de ce plan d'action de RSE. Et mon lien avec la mode, j'ai toujours travaillé dans la mode. Je suis une ancienne opérationnelle, modéliste en première partie de carrière, chef de produit en deuxième partie de carrière et maintenant consultante RSE. Donc on connaît bien les problématiques et les enjeux de notre filière. Voilà. Bonjour à tous, donc Juliette Biotto, groupe ERAM, donc familiale on va dire du groupe ERAM, donc le lien avec la mode est assez clair. J'ai fondé la marque Monlimar, donc marque de prêt-à-porter pour hommes avec ma sœur en 2017, donc avec des valeurs, on va dire, environnementales assez fortes et une production assez locale. On fait 80% de Made in France environ. Et je co-dirige aussi, avec ma sœur toujours, Bocage, avec notamment notre service de location. Donc il y avait une table ronde à ce sujet hier. Donc ici, je vais plutôt parler, je pense, de Monlimar.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Ebélé, je suis cofondateur de Slow We Are, label de confiance de la mode responsable, et président de Fashion Green Hub Grand Paris. Ouais, c'est le Grand Paris à chaque fois avec lequel j'ai envie de commencer. Et puisqu'ici on est à Nantes, et puis on est très heureux avec Fashion Green Hub d'être là pour ce premier événement. Pour vous parler très rapidement de Slow We Are, donc j'ai cofondé Slow We Are avec Héloïse en 2017. Et en fait, on est le label de confiance de la mode éco-responsable parce que le constat qu'on avait fait en 2015-2016, c'est qu'il y avait peu de lisibilité. Les professionnels, aussi bien que les consommateurs, étaient perdus dans la jungle des labels, dans les normes, pas savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans un cahier des charges. La RSE, c'était quelque chose qui était encore au niveau du balbutiement dans le milieu de la mode. Et en fait, on a voulu mettre plus de lisibilité. Et en fait, on s'est fixé une mission, c'est faire de la mode l'une des industries les plus vertueuses au monde. Comment on fait ça ? On fait ça en authentifiant la démarche responsable des marques, d'un point de vue des pratiques sociales, environnementales et économiques. Mais ce que aucun label jusqu'à présent dans la RSE, parce qu'on est plus qu'un label RSE, en fait, ce qui n'était pas pris en compte, c'est la partie créative et culturelle. Parce que la mode fait partie des industries créatives et culturelles, et donc il était indispensable pour nous d'intégrer aussi, en plus du développement durable, de l'éthique et de la transparence, la prise en compte aussi des aspects culturels, donc l'héritage et transmission de savoir-faire, la non-appropriation culturelle, et en fait que les entreprises soient équilibrées en termes de mission. Et donc je pense... Sylvie, tu vas nous en parler aussi. C'est important de pouvoir incarner ces éléments-là et que ça se mette en application dans la marque, dans sa réalisation de produits, mais aussi de communication. Je te repasse la main. Merci à toutes et à tous pour cette présentation détaillée de vos activités respectives. J'aimerais maintenant qu'on rentre davantage dans le vif du sujet, à savoir les défis et les enjeux qui sont autour de la notion de tiers de confiance. Sylvie, à travers Histoire d'avenir, est-ce que tu pourrais nous en parler avec ta vision un peu plus globale et tes approches aussi auprès de tes clients, les clients que tu accompagnes ? Alors effectivement, pour rebondir sur ce que disait Julien à l'instant, la confiance, c'est effectivement la combinaison de pas mal de choses, mais il y a un premier élément qui est essentiel, c'est, j'allais dire, la sincérité et l'alignement. C'est-à-dire, effectivement, dire ce qu'on est, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Voilà, donc c'est vraiment et le faire avec sincérité et avec humilité. Et effectivement, quand il y a une raison d'être qui irrigue, qui constitue une sorte de boussole, j'allais dire, pour l'ensemble des actions, ça permet effectivement ensuite de délivrer des éléments de preuve qui vont permettre de nourrir ce capital confiance. J'ai envie de dire qu'il y a 3 éléments un peu clés pour délivrer de la confiance. Ce que je vais appeler les 3 P. Il y a les preuves, voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement, voilà. Il y a la pédagogie, expliquer. On voit qu'on est dans une période d'accélération de la transformation, des métiers, de la transition, etc. Donc expliquer, la pédagogie, et puis la persévérance. Tout ça ne va pas se faire effectivement en 3 jours. Même s'il y a besoin d'accélérer, il y a besoin de temps. Voilà. Donc les preuves, la persévérance, la pédagogie et l'alignement effectivement avec la colonne vertébrale de l'entreprise. Tout ça, ça permet de créer un capital confiance fort auprès des parties prenantes, dont effectivement les consommateurs. Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous donner d'entreprise qui s'est posé la question de qu'est-ce qu'elle peut mettre en œuvre et quelle est sa raison d'être, qu'il a définie avec vous, et comment finalement elle a mis ça en scène et elle a réussi à poser tout ça sur des preuves concrètes? Écoute, alors c'est vrai qu'on accompagne des entreprises dans des univers assez différents, mais pour rebondir sur on a accompagné, on peut le dire, parce que c'est pas secret, on a accompagné le barreau de Nantes, par exemple. Donc c'est une entité qui a priori pas concernée par ces histoires de raison d'être, etc. Pourtant, ils ont jugé effectivement utile pour fédérer, pour donner envie, pour créer de la confiance et pour aussi accélérer leur rayonnement,
de travailler sur leur raison d'être, d'être le premier barreau de France à avoir une raison d'être, et d'identifier après des engagements concrets dans 6 domaines différents qui vont leur permettre de témoigner régulièrement avec des indicateurs. Alors on parle de KPIs, on parle de etc. Mais l'idée c'est de dire voilà, on se fixe une trajectoire, on avance. Et ensemble, on voit effectivement le chemin qui reste à faire et comment chacun peut contribuer. La notion de contribution individuelle au projet collectif est aussi vraiment importante pour... tu parlais de changement culturel, hein, c'est vraiment ça. C'est comment chacun devient acteur. Et tu as des exemples de KPI pour un barreau de... Là, après, c'est un peu... plus technique. Ouais, c'est un peu plus technique, mais D'accord. effectivement, ça fait partie des choses qui sont importantes à définir. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce témoignage. Élodie, à travers Pando aussi, vous apportez du conseil auprès des marques. Est-ce que tu penses et comment tu perçois cette notion de tiers de confiance au travers de comment les marques peuvent évoluer, participer à ces évolutions et intégrer la notion de tiers de confiance, et comment vous aussi, peut-être en tant qu'organisme, vous êtes perçu à travers cette notion de tiers de confiance? La confiance. Alors je dirais qu'il y a 2 sortes de confiance. Déjà, la confiance que les consommateurs vont avoir envers la marque, qui est la confiance principale, on va dire, puisque vous vendez des produits à un consommateur. Vous leur vendez un produit de qualité ou qui répond en tout cas à un certain cahier des charges. Donc c'est un premier pas et il faut prouver cette confiance. C'est pour ça qu'on a des acteurs, notamment la traçabilité, avec des certificats, des labels qui viennent un peu retracer et prouver la valorisation en tout cas de cette démarche. Et on a aussi une confiance en interne. Sylvie parlait des parties prenantes. Le fait de mettre en place une stratégie RSE, on embarque tout le monde. C'est vraiment à 360 degrés. Donc on va autant embarquer et donner confiance à nos salariés, tous nos collaborateurs en interne. Nous, on voit que quand on arrive dans une entreprise, quand on fait des diagnostics, on voit tous les différents services. Et les salariés vont nous dire enfin, on est hyper contents que vous soyez là, on va pouvoir mettre une stratégie RSE en place, ça redonne confiance dans l'entreprise. Il y a beaucoup de turnover maintenant dans certaines entreprises qui ne mettent pas de RSE en place, par exemple. Donc je dirais qu'il y a ces 2 notions un peu de confiance et les parties prenantes externes aussi. On s'appuie aussi beaucoup sur des fabricants. Vos fabricants peuvent être des tiers de confiance pour vous. Quand on fait des diagnostics, encore une fois, on va interviewer des parties prenantes externes qui vont être des fabricants ou des fournisseurs. Et dans certaines entreprises, on voit que les fournisseurs sont bien plus engagés que la marque en elle-même. Donc on se dit, mais c'est un super appui et vous allez aller beaucoup plus vite parce que vos parties prenantes sont déjà engagées. Des salariés convaincus, des parties prenantes externes, fabricants, fournisseurs qui sont déjà engagés, j'ai envie de dire, il y a une bonne partie du travail qui est faite. Donc voilà, si je devais donner un peu 3 exemples de tiers de confiance, et nous, bien évidemment, aussi en tant que cabinet externe ou Trace for Good ou l'entreprise de Sylvie, on apporte aussi cette plus-value et cette expertise dans lequel la marque peut s'appuyer sur nous en tant qu'expert de confiance pour mettre en place des choses et délivrer les bonnes lignes directrices au bon moment. Et comment on gagne la confiance justement de ces clients? Parce que ça aussi, vous êtes parti quelque part vous avez créé votre agence, vous êtes parti de zéro, comme tout entrepreneur. En tant qu'identité Pando. Oui. Alors, notre expertise en tant qu'anciens opérationnels a beaucoup joué. Et puis après, c'est le bouche à oreille, beaucoup, le réseau, les entreprises dans lesquelles on a pu intervenir, les gens qui bougent, les connaissances. Je dirais que c'est quand même le principal réseau qui va donner confiance dans nos actions. Quand on a mis en place, quand on a accompagné un client pendant 2 ans, on voit que les gens viennent à nous. En fait, on ne fait plus forcément de démarchage et ils vont nous dire « Ah, vous avez travaillé chez un tel on nous a dit que ça s'était très bien passé et on a envie de travailler avec vous. » Donc il y a la satisfaction, il y a l'incarnation aussi des valeurs. Complètement. Hein. Oui, faut être quand même assez aligné effectivement avec ces valeurs. On est d'accord. Merci Élodie. Maintenant, voilà, j'aimerais aussi qu'on parle des outils que l'on peut utiliser pour justement travailler la transparence, les preuves. Léa, justement, avec Trace for Good,
comment votre logiciel, parce que finalement c'est ça que vous avez mis en place, comment il répond aux évolutions des pratiques de durabilité auprès des marques et puis finalement de manière plus large au niveau de l'industrie du textile? Donc beaucoup de choses à dire sur cette question, mais pour rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, devenir une marque de confiance, c'est à la fois être crédible sur sa stratégie globale. Donc là, c'est plutôt des acteurs comme des cabinets de conseil qui vont venir aider à définir la stratégie globale. Et ensuite, c'est globalement être capable d'apporter des preuves sur toutes les allégations sociales et environnementales qui sont communiquées dans le cadre du processus de transparence envers le consommateur. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'effectuer de la traçabilité, d'avoir un suivi de toutes les informations extra-financières sur les sujets sociaux et environnementaux, avec des processus qui sont mis en place de manière systématique. Aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'idée à une entreprise de ne pas faire de comptabilité, de ne pas remonter les chiffres sur les opérations financières. Et en gros, nous, on aide les marques à mettre en place des processus, à internaliser la traçabilité, à mettre en place les bons processus de data gouvernance au sein de l'entreprise au global pour pouvoir apporter, s'il y a la moindre question, le moindre contrôle, des preuves et des informations vérifiables sur tout ce qui est dit. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que tu as des exemples? Parce que j'aimerais beaucoup qu'on rentre vraiment, qu'on puisse mettre des images derrière cette notion. Ouais. Et surtout comment on peut mettre, comment ça se met en scène et à quoi ça sert, comment le client final, qui est une marque en général, en tout cas par rapport à votre outil, finalement évolue, s'améliore aussi. Est-ce que tu as des exemples où un client part d'un constat au niveau A et arrive à une étape point B, C Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les clients qui font appel à nous, généralement, ils ont déjà des objectifs qui sont fixés. Donc, on ne va pas les conseiller sur ça en tant que tel. En revanche, on va être capable de leur dire si vos objectifs sont répondre à telle réglementation, faire votre bilan carbone avec tel acteur, voilà les informations à récolter. On se dit, voilà, là, ça fait beaucoup. Quelles sont les plus impactantes? Et donc, on met une sorte de plan d'action sur cette partie collecte des données. Je peux vous donner plusieurs exemples. On travaille notamment avec Jonac, qui travaille de la chaussure en cuir et qui est venu nous voir en disant moi, mon objectif, c'est d'être en conformité avec la loi AGEC parce qu'on est soumis à cette réglementation. Et comme on travaille le cuir, d'atteindre dans quelques années 100% de cuir certifié Leather Working Group. Donc on les aide sur la mise en place de la collecte systématisée de cette information et de ce certificat en particulier parce que c'est le certificat qui les concerne et qui devient la référence et le certificat sur lequel les consommateurs finaux, en lequel ils peuvent avoir confiance. Donc ça, voilà, c'est l'exemple de Jonac. Ensuite, je peux vous donner un autre exemple. On travaille avec Fusalp, dont eux, l'objectif est de répondre à la loi AGEC, de préparer la conformité avec l'UFLPA, qui est une réglementation aux États-Unis parce qu'ils y exportent, et d'avoir la donnée pour le bilan carbone avec Carbon Fact. Et donc, dans tous les cas, on les aide à automatiser la récolte d'informations qui permettent de répondre à leurs objectifs, qui ont été définis en fonction de leur activité, de leur raison d'être et des sujets qui leur tiennent à cœur en tant qu'entité. Et aussi qui sont fondés sur des certificats et des référentiels qui parlent à leurs consommateurs. Merci Léa. J'aimerais du coup Thomas te demander comment se crée déjà en tant que label de confiance. Tu as un petit peu répondu tout à l'heure à la question à travers la présentation. Mais voilà, comment on acquiert cette confiance auprès des marques et auprès des consommateurs quand on se positionne vraiment comme un label tiers de confiance? Et puis, comment on garantit finalement l'intégrité des marques, puisque c'est ça l'objectif de Slow We Are, c'est authentifier la démarche responsable des marques de mode. Donc, comment on procède pour arriver à cette finalité-là? Tu me laisses répondre d'abord à la deuxième question et tu me reposes la première après. Ça marche. Parce que ça va être plus facile pour faire le lien. En fait, quand on a préparé cette table ronde tous ensemble, quand tu nous as invités à ce qu'on échange et qu'on se présente les uns les autres, il y a un mot qui est venu assez rapidement entre nous, c'était la cohérence. Et en fait, nous, c'est à travers le label, c'est ce qu'on a tout de suite essayé d'évaluer, c'est en fait une cohérence dans la démarche.
pas être... le développement durable, c'est un triptyque, c'est 3 piliers. Mais en fait, il faut que les 3 piliers soient à la même hauteur. Si on met les pratiques environnementales en avant et on oublie le social et l'économique, il y a un déséquilibre. Quand on a il y a des recouvrements entre les 3 piliers. Il y a le viable, il y a le vivable et l'équitable. Donc c'est en fait les croisements entre ces 3 piliers. Mais en fin de compte, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une convergence des 3 piliers qui est un équilibre global. Et c'est en fait ça la cohérence du développement durable. Et comment on acquiert ensuite cette confiance, c'est en y ajoutant des dimensions supplémentaires qui ont été dès le départ, qu'on a tout de suite intégrées dans notre référentiel. C'est l'éthique, la transparence. Tu t'en parlais, Léa. En fait, la traçabilité, c'est un des éléments essentiels et primordiaux, un des éléments essentiels et primordiaux de cette cohérence-là, parce que on n'est pas obligé de tout dire, ça je pense, c'est plutôt à une marque de le dire, mais nous, ce qu'on veut, c'est que le consommateur, je préfère parler d'utilisateur aujourd'hui parce qu'on va plus vers l'économie de la fonctionnalité, mais nous, en tant qu'utilisateurs, qu'est-ce qui crée de la confiance ? C'est avoir effectivement une sincérité, tu en parlais Sylvie, dans la démarche. Et aujourd'hui, une marque ne peut pas, même quand bien même elle travaille avec l'ensemble de ses acteurs pour s'améliorer, pour être dans une dynamique d'amélioration continue et pouvoir mettre en avant finalement ses engagements et ses actions, il faut quand même un tiers de confiance qui vienne valider ça. Et nous, c'est pour ça qu'on a créé Slow We Are. Depuis 2017, en fait, en 2017, les marques venaient surtout d'abord chercher de la visibilité, de la notoriété et de la considération. Demain, avec la mise en place du CSRD, avec les Green Claims, au niveau européen, une marque va devoir justifier de ce qu'elle annonce. Vous n'allez plus pouvoir dire je suis éco-responsable parce que je suis juste local, parce que mes matières sont écologiques, etc. Il va falloir pouvoir justifier. Et en fait, un label, c'est aussi ça. C'est pouvoir avoir un tiers externe qui vienne valider vos engagements. Et c'est pour ça que vous vous faites auditer en tant que marque. Et c'est cette certification qui va vous permettre aussi demain à pouvoir valider. Et le rôle d'un label, c'est pas ce que tous les labels font, mais nous, une grande partie de l'activité hors la vérification, la validation des éléments qui nous sont mis à disposition pour valider cette cohérence et cette démarche éco-responsable, c'est aussi de communiquer et de mettre aussi à disposition des marques des éléments pertinents parfois qu'elles ont sous le nez, mais dont elles ne se rendent pas compte et qu'elles doivent pouvoir mettre en valeur. Maxime, ce matin, Nelly Rodi a donné plusieurs exemples. Aujourd'hui, c'est une question de valeur. Et la valeur, elle n'est plus seulement intrinsèquement liée au produit en tant que produit, mais aussi en tant que qu'est-ce que le produit, par l'interaction avec toutes ces parties prenantes, apporte. Donc, du lien social, du réemploi, une cohérence aussi au niveau de valeurs plus sociétales, j'ai envie de dire, et plus culturelles. Et donc, c'est vraiment aussi cet effort-là. Donc, le fait de communiquer aussi auprès du grand public, de faire de la sensibilisation, c'est essentiel. Merci Thomas. Nous avons la chance d'avoir une marque parmi nous, une marque de mode. Donc Juliette, je suis désolée d'avoir attendu vraiment le tour pour te laisser parler, mais je pense que c'était important qu'on prenne un petit peu de hauteur. Et toi, tu vas pouvoir justement nous expliquer concrètement comment vous avez lancé la marque Monlimark, quels ont été les enjeux aussi initiaux qui vous ont motivé. Et puis finalement, comment tout ça s'est orchestré, coordonné depuis maintenant presque 7 ans dans votre marque, comment vous avez évolué. Et puis peut-être que
on se connaît bien, donc forcément, j'ai un peu des éléments de réponse. Et je vais un peu orienter peut-être tes réponses, mais surtout, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous semblez importantes au départ, qui finalement, aujourd'hui, vous semblent un petit peu moins importantes parce que finalement, le regard du consommateur se porte sur peut-être d'autres enjeux que vous n'aviez pas identifiés initialement, pardon. Alors, ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Donc, quand on a créé Monlimar avec Charlotte en 2017, notre priorité en créant et en partant de rien en 2017, c'était de faire le mieux possible. Et notre leitmotiv, notre engagement, c'était le local. Donc, on s'était dit, OK, on se met tout de suite une limite géographique, une contrainte qu'on va afficher partout à nos clients, comme ça on est sûr de ne pas la dépasser. Donc c'était une limite de 2000 km, donc ça peut paraître loin, mais ça nous empêchait à l'époque la Turquie, l'Asie, etc. On s'est dit, même si voilà, on veut lancer un super beau sac à dos, une écharpe ou autre, on ne pourra pas aller plus loin. Donc ça, c'était le premier engagement. On est parti comme ça, on a lancé notre marque. Et puis finalement, 1 an après, on a fait le point, on a interrogé les 10 meilleurs clients. Donc 1 an après, il y avait quand même des personnes qui avaient réussi à nous trouver, qui avaient même commandé plusieurs fois. Et on les a fait parler pendant plus d'1 heure. Enfin, c'est fou d'ailleurs, comme les clients sont contents qu'on leur demande, on ne les connaissait pas du tout, on leur a écrit un petit message, voilà, on aimerait discuter avec vous de Monlimar, avec des questions très ouvertes. On leur a demandé pourquoi ils étaient venus chez nous, qu'est-ce qui les avait intéressés, comment ils nous avaient trouvés aussi. Et ils étaient en effet tous venus chez nous pour la production assez proche. À l'époque, on faisait 20% de production française, donc c'était pas tant que ça, mais c'est ce qui les avait amenés chez nous. Et finalement, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que c'était presque pas assez. C'est ce qu'ils avaient trouvé de mieux ou de moins pire, je sais pas, mais on pouvait aller plus loin, puisque c'était des personnes très très engagées dans leur vie de tous les jours, dans leur consommation, alimentation, hygiène, etc. Et c'est de là où on est parti encore plus drastiquement, j'ai envie de dire, sur cette voie. Donc aujourd'hui, on a 80% de fabrication française. On n'utilise désormais que des matières dites plus durables, du lin, du chanvre, des matières françaises éco-responsables. Et puis c'est suite à ça aussi, on avait un engagement à l'époque qui nous tenait beaucoup à cœur avec Charlotte, qui était un arrondi solidaire pour lutter contre la désertification des villages. Alors, sur les 10, il n'y en a pas un qui nous l'avait cité. Ils en avaient strictement pas grand-chose à faire. Et c'est là où c'est important d'écouter et de s'adapter à ses clients. On est donc parti sur notre engagement auprès des abeilles et sur la biodiversité avec un apiculteur. Et on voit que ça leur plaît et ça leur correspond beaucoup plus. Donc, c'est tiers de confiance, c'est aussi s'adapter aux clients. C'est pareil, suite à tous ces entretiens. Voilà, on mettait le made in évidemment, mais on n'en disait pas forcément plus, même si on n'avait pas grand-chose à cacher. Et finalement, on s'est rendu compte que la transparence, toutes les étapes de toute la chaîne de valeur, de production, les intéressaient énormément. À partir de là, on a commencé à tout indiquer. Voilà, la matière première, c'est du coton, ça vient d'Asie, c'est une matière recyclée française. Et finalement, le fait de tout dire, même si on n'avait rien à cacher, ça nous pousse aussi à nous améliorer de façon continue, puisqu'on sait que de toute façon, on va tout afficher. Mais ce n'était pas suffisant encore, et c'est là où je pense qu'un label ou autre peut être intéressant, c'est que quand on est il faut s'adapter à notre public et à notre clientèle. En l'occurrence, la clientèle de Monlimar, elle est très engagée, voire parfois un petit peu militante, et a été parfois déçue de découvrir l'envers du décor. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné assez rapidement, dès la 2e année, vers Slow We Are. C'était apporter un label, une preuve, un tiers indépendant en disant ok, on dit qu'on fait tout bien, mais est-ce que réellement on le fait? D'autres peuvent vous le dire, et aujourd'hui aussi avec Bicorp, donc Slow We Are Bicorp, c'était une réponse aux envies de nos consommateurs qui sont très engagés. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et justement, on parle de consommateurs. Ce matin, on a entendu que finalement, il n'est pas
conscient de tous les enjeux, il n'est pas sensibilisé à tout, et que si on écoutait le consommateur, parfois on n'avancerait pas beaucoup plus vite en termes de transition. Comment on agit du coup pour à la fois être une marque engagée, proposer des produits durables, s'adapter au consommateur, l'informer ou finalement en dire moins. Comment on prend sa position en tant que marque, agir et faire évoluer aussi peut-être le marché? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire les deux simultanément, ou il faut absolument attendre que la demande devienne du marché, du consommateur au final? Je pense qu'il faut avancer dans la mesure du raisonnable, de la rentabilité et de la viabilité de l'entreprise, mais on n'est pas obligé d'attendre que le client soit prêt. C'est aussi à nous, par la pédagogie, de l'amener et de le renseigner. Et après, j'ai envie de dire, il faut comprendre ce qui est important pour notre client, le mettre particulièrement en avant. On n'est pas obligé de lui balancer toute l'information. C'est pas parce que ça l'intéresse pas qu'il faut mal le faire pour autant. Donc c'est choisir ses arguments, ce qui l'intéresse, et pour le reste, avancer, se faire auditer et évoluer. Et le jour où tout intéressera notre client, ce que je pense pas forcément, à mon avis, chacun ses priorités, mais on peut lui répondre et on peut lui apporter une preuve. Et nous, quand on a une question sur un sujet qu'on ne partage pas forcément, et on donne le mail, l'adresse, le téléphone, et on en discute plus précisément sans aucun souci. Merci Juliette. Élodie, est-ce que tu veux rebondir sur ce sujet-là? Est-ce que tu penses que les marques peuvent elles-mêmes finalement devenir des leviers de transformation? Oui, complètement. J'ai un exemple en tête en termes de communication vers sa clientèle. On avait APC qui avait décidé d'arrêter tous les shopping bags en magasin. Et ça a râlé. Leurs consommateurs ne comprenaient pas pourquoi du jour au lendemain, ils ne pouvaient plus repartir avec un sac. Donc ils ont proposé des sacs recyclés à la vente, dont les bénéfices étaient reversés à une association, mais ça a été un peu brutal en fait, pour le consommateur, qui ne s'attendait pas forcément à ça et qui n'a pas forcément compris non plus la démarche tout de suite. Donc il y a une vraie sensibilisation, ça a été dit, en toute transparence et sincérité, d'expliquer vraiment correctement à son consommateur et de cibler, bien évidemment, en fonction de l'ADN de sa marque et de son consommateur, ce qu'on peut mettre en place sans violence. Mais maintenant, c'est clairement bien adopté et pris en main par les clients qui reviennent avec leur shopping bag. Mais oui, c'est un exemple hyper parlant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose sur ce sujet-là, donner des exemples de retour, de transformation de marque? Oui, je peux revenir sur l'exemple de Jonac qui pour moi est une démarche qui est vraiment sincère et précise. Je pense que c'est les 2 points sur lesquels j'avais déjà insisté précédemment. Mais effectivement, je pense que c'est important de filtrer l'information qui intéresse les consommateurs, mais quand même d'être transparent. Pour le coup, Lisa Nakam, la DG de Jonac, a une démarche assez extrême. On veut dire à nos clients tout ce qu'on sait. Donc c'est important de communiquer sur tout ce qui est su, de communiquer sur les standards qui sont aussi ceux qui parlent aux consommateurs. Aujourd'hui, c'est la fameuse fiche loi AGEC qui est en train de s'imposer. Et pour autant, d'éduquer, on a parlé plusieurs fois de pédagogie, et ce mot il est important, d'éduquer les consommateurs sur les problématiques précises du produit. Typiquement, aujourd'hui, si vous regardez les fiches produits Jonac, vous allez voir donc les informations loi AGEC qui sont obligatoires, qui sont le standard qui parle à tout le monde, des informations supplémentaires sur les audits sociaux, les certificats, et une petite phrase qui explique aux consommateurs les particuliers de la chaîne de traçabilité du cuir. Et donc on est à la fois dans quelque chose de standardisé qui parle à tout le monde et qui permet une comparabilité des produits, et aussi dans une démarche de la marque de pédagogie. Donc je trouve que la démarche est assez intéressante. Donc, tu définirais tiers de confiance avec en tout cas le mot pédagogie. Tu avais dit aussi un autre mot juste avant. Je pense que c'est important d'avoir le côté standardisation de l'information pour la comparabilité. Parce on l'avait évoqué quand on a préparé la table ronde, si chacun y va de son petit label, de sa méthodologie, ça ne parle à personne. Et pour le coup, c'est pas du tout
crédible en fait pour le consommateur. Donc c'est important d'être dans cette démarche d'expliquer les spécificités de la marque, aussi les sujets qui tiennent à cœur à la marque en tant que raison d'être, mission, et voilà, et de jouer avec les deux. Thomas, tu voulais réagir ? Ouais, il y a aussi un truc, on tourne un petit peu, mais c'est aussi, il y a une défiance accrue du consommateur aujourd'hui. Et le Covid a changé beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont informés, qui ont pris le temps, on l'a vu. Et c'est pour ça, je pense que quelque part, ça a aussi renforcé le besoin de pouvoir authentifier, de montrer par la preuve qu'on fait bien les choses, ce qui est plutôt, on va dire, bon pour nous. Mais malgré tout, même si tu parlais vous êtes labellisé Slow We Are depuis 2018, vous êtes Bicorp là depuis cette année. Il y a aussi Ngo qui est intervenu hier, qui est aussi une marque labellisée Slow We Are aussi depuis 2018, qui est Bicorp depuis 2020. Et en fin de compte, ça c'était déjà avant la défiance, c'est-à-dire qu'il y avait cette envie de montrer que vous avez envie de bien faire. Et je pense que quelque part, ça a aussi permis aux marques qui sont déjà en avance de phase, parce que là, on parle quand même de marques engagées. Il y a les marques engagées, il y a les marques en transition. Et ben demain, Maxime l'a aussi montré ce matin dans ses slides, c'est que la défiance, elle s'accroît auprès du consommateur, et donc du coup, il va y avoir de plus en plus besoin de pouvoir authentifier, de pouvoir démontrer qu'on fait bien les choses. Et c'est pour ça que des solutions, travailler en amont, sa raison d'être, être accompagné en éco-conception, utiliser les bons outils et se faire auditer, se faire labelliser, je pense que pour certifier que tout ce qui a été fait en amont est bien équilibré, c'est essentiel. Oui, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Thomas, effectivement, ce qui est important, c'est que cette labellisation, elle soit là pour témoigner d'un engagement et pas simplement pour mettre, j'allais dire, un emplâtre sur une jambe de bois, en fait, ce qui ferait effectivement uniquement nourrir la défiance et faire contre-effet. Donc c'est effectivement la labellisation, que ce soit effectivement Slow We Are, Bicorp, entreprise à mission, etc., mais qui sont effectivement des éléments de preuve qui vont venir donner encore plus de puissance à la démarche initiale engagée, qui va s'appuyer sur une raison d'être, un projet d'entreprise. Nicolas Rohr en a parlé hier pour Fago, Isabelle Desfontaines a parlé de Change for Good pour ERAM. Voilà, tout ça, c'est des démarches qui sont effectivement qui viennent de haut, qui sont structurantes et effectivement auxquelles un label peut apporter un élément de preuve qui va témoigner de la puissance en fait. Voilà. Et une marque fait pas ça pour le plaisir. Hein. Je pense Ouais. que Juliette, tu peux en témoigner. Slow We Are, c'est pas simple, Bicorp non plus. Donc. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de travail, de nombreuses questions. C'est pas forcément en plus toujours adapté. Alors là, je vais parler de Bicorp, mais quand on est une petite structure, c'est vraiment une montagne à franchir. Slow We Are, voilà, à chaque fois que j'ai l'audit à remplir, parce que il faut le refaire régulièrement. C'est pas juste je suis labellisé et puis après tout va bien. C'est énormément de travail. Et si on l'a fait, en effet, c'est qu'il y a une vraie défiance des consommateurs, des utilisateurs, et on les comprend. Et plus le client est engagé, plus il est défiant. Et ce qui est pas facile, c'est que dès qu'on essaye en tout cas d'avoir un marketing ou des images, qu'on essaie d'être mode et de donner envie, tout de suite, il y a méfiance parce que l'habitude du greenwashing est de se dire c'est beau, donc en gros, ça doit cacher quelque chose. Et c'est là où il nous a semblé vraiment nécessaire, indispensable, puisque c'était pas suffisant finalement de tout donner. Il fallait que ce soit vérifié par quelqu'un. Et ça coupe court. On va dire que quand on a, notamment sur les réseaux sociaux, un commentaire négatif de greenwashing ou autre, quand on vient apporter la preuve, le lien d'un audit ou autre, tout de suite, la pression redescend, on rentre dans la discussion et même les clients s'excusent en disant je suis désolée, je suis habituée à... mais je comprends et en effet, votre démarche, blablabla, et voilà, il achète ou il n'achète pas, mais... Le premier, en tout cas pour notre type de client, le premier réflexe, c'est un peu de se protéger en se disant
Ça doit pas être vrai, quoi. Et du coup, j'imagine que cette défiance du consommateur ne pousse pas forcément certaines marques à communiquer sur leurs actions, notamment celles qui sont en transition. Je ne sais pas si ça se vérifie vraiment dans les faits, mais en tout cas, on l'a entendu ce matin aussi dans une présentation, c'est que, en gros, on agit et on dira plus tard, ou limite on dira rien, et ça peut aussi éloigner certains clients, certains utilisateurs finalement de ces marques-là, alors que finalement elles sont peut-être intéressantes d'un point de vue éco-responsable. Oui, complètement. On a eu, comme ça a été dit, beaucoup de greenwashing dans notre secteur, dans tous les secteurs industriels notamment. Il y a des réglementations maintenant qui interdisent certaines allégations éco-responsables, neutres en carbone et autres. Donc ça a fait les labels, les propres labels, les auto-labels en mode autodéclaration. On n'est pas jugé partie. C'est là où la preuve est hyper importante. C'est qu'on met des choses en place et effectivement, il nous faut une sorte de coup de tampon extérieur qui audite qu'on a bien fait les choses. Et effectivement, le greenwashing, ça a été très répandu. Il y a des réglementations qui sont tombées. Et on a aussi ce qu'on appelle maintenant le greenwashing, où on a peur justement de communiquer. On fait des choses, mais on n'a pas forcément envie de le dire tout de suite parce qu'on a peur de se faire taper dessus. Que ce soit une peur certifiée ou pas, en tout cas. Mais on a beaucoup de clients avec nous qui nous disent on n'a pas envie de communiquer pour l'instant, on préfère attendre de mettre des choses en place, de vérifier par la preuve, d'apporter une raison d'être, d'avoir un coup de tampon, une preuve extérieure pour pouvoir commencer à communiquer. Et il y a des risques effectivement après que les consommateurs posent des questions. Et on a beaucoup ça en magasin. Le personnel de boutique est face aux consommateurs directs. Les personnes sur le SAV ou le service client récupèrent beaucoup d'informations qui sont remontées aux marques. Et il y a un moment où on leur dit, bon là, il faut peut-être y aller quand même, commencer à expliquer en toute transparence, avec humilité, de ce qu'on met en place, des choses qu'on a encore à améliorer et à prendre en charge. Effectivement, on parlait beaucoup, je pense à Fago, effectivement, qui va avoir fait sa raison d'être, qui va communiquer en toute transparence, qui va mettre des équivalents CO2 pour expliquer un peu justement la démarche et que ça puisse être comparé avec d'autres produits. Donc il y a des entreprises qui font ça très bien. Alors, est-ce que la raison d'être, c'est une preuve en soi ? C'est la preuve d'un engagement et d'une intention, en tout cas. Voilà, la raison d'être, ce que je disais tout à l'heure, c'est une démarche intime, c'est dire profondément quel est l'élan vital de l'entreprise, par quoi elle est nourrie, par quoi elle est inspirée, ce qu'il apporte, ce qui va donner à chacun des collaborateurs envie de venir bosser le matin. Voilà, donc c'est une intention croisée avec un ADN. Voilà. Et puis, ça nécessite beaucoup de sincérité et d'humilité. Voilà. C'est un plan d'action, quelque part. Non. C'est, on va dire, un levier de transformation. La raison d'être, c'est un levier de transformation. Et pour effectivement prendre toute sa puissance, ça va ensuite se nourrir d'action. Voilà. J'étais un peu raide, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Pour peut-être résumer cet échange et cette notion de tiers de confiance, je pense que ça pourrait être intéressant de peut-être de mettre un mot qu'on pourrait que vous pourriez chacun et chacune citer et qui pourrait peut-être résumer notre échange et aussi être un peu des mots pour que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui puissent aussi de leur côté repartir avec, j'ai envie de dire, un plan d'action rapide. Un mot, deux, trois, voilà, quelques mots finalement qui pourraient peut-être résumer ce que ça vous évoque, la notion. Moi, c'est le mot d'alignement en fait qui me semble qui me semble assez clé, de la raison d'être à la preuve, en passant par le label qui va être là pour orchestrer tout ça. Je crois que c'est l'alignement et l'intention sincère, en fait. Voilà. Moi, je dirais, c'est une idée qu'on n'a pas encore évoquée, c'est un peu l'étendue du changement. Je pense que ce qui fait qu'une marque est crédible, et ce qui fait du coup, au contraire, qu'on peut être accusé de greenwashing, c'est quand on fait une allégation globale sur une micro-initiative. Donc en fait, l'étendue du changement, que ce soit en fait sur le nombre de produits, la systématisation de la remontée des informations, ou même sur les différentes opérations qui sont concernées dans l'entreprise, c'est très important. Effectivement, une démarche d'achat responsable, c'est primordial,
mais sans éco-design, etc., ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, je dirais l'étendue du changement et la globalisation de cette raison d'être, en fait. Je voulais dire cohérence. Donc voilà, être cohérent de A à Z, de la direction jusqu'aux employés, avec ses fabricants. C'est une démarche à 360 degrés. On intègre aussi ses consommateurs. Et cohérence, sincérité, humilité et transparence et preuve. Ça fait beaucoup de mots, mais ça synthétise assez bien comment je vois la démarche. J'ai aussi beaucoup de mots, mais je dirais la sincérité avant tout, et je crois que c'est un mot qu'on a en commun. La persévérance. Et aussi le choix, la sélection, en tout cas, je pense en tant que marque, c'est qu'on peut pas, il faut quand même un peu choisir ses combats. On peut pas être certifié Origine France Garantie, enfin il y en a, mais Origine France Garantie, entreprise du patrimoine vivant, Bicorp, etc. Et donc choisir un petit peu sa priorité pour y aller ensuite étape par étape et être en amélioration continue. Bon, presque tout a été dit, hein, forcément, cohérence, amélioration continue, persévérance. Tu le disais, en fait, choisir, c'est renoncer aussi, parce qu'on ne peut pas effectivement s'attaquer à tout. Pour moi, effectivement, sur la chaîne de valeur, en fait, il faut savoir conjuguer petits pas et grands pas. Je ne peux pas cautionner qu'on dise seulement faire plein de petits pas et on va y arriver. Il faut faire aussi quelques grands pas, mais il ne faut pas non plus faire que des grands pas et oublier de faire des petits pas. Donc il y a le compromis pour moi qui est important. Le développement durable, c'est avant tout une question de compromis, donc choisir, c'est renoncer. Mais le terme que j'avais envie de donner, c'était résilience. Parce que y a cette notion de persévérance, c'est le fait aussi de se dire j'arrive pas à tout faire, et à un moment ou à un autre, il va falloir que j'y travaille. Il y a de la résilience aussi qui est liée au contexte, au contexte externe, parce qu'on a des parties prenantes. Les parties prenantes, elles sont aussi souvent impactées, parce qu'on a beau maîtriser, il y a vraiment une maîtrise de la chaîne de valeur quand on est une marque tiers de confiance. Et en fait, les aléas externes, ceux-là, on ne les maîtrise pas et ils vont s'intensifier. Et donc, cette résilience, elle est hyper importante pour que demain, on puisse remporter l'ensemble des combats. Donc, il y a une priorisation à faire, mais se dire, c'est l'échec en France. Il est toujours perçu négativement. Moi qui ai travaillé dans des milieux anglo-saxons, dans la Silicon Valley, c'est la NASA, c'est failure is not an option. Je crois qu'on est maintenant, c'est un peu suranné comme manière de voir les choses, mais l'échec, il peut aussi être constructif, et on le voit. C'est pour ça qu'il y a aussi une résilience à avoir en tant que marque de mode par rapport au contexte. Et donc, j'utiliserai le terme de résilience. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transition post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!